Silence. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire que j'ai l'honneur de pouvoir présenter en partenariat avec Pocket et Livre Hebdo pour célébrer le prix Vivez Mieux que nous allons remettre dans quelques secondes. Alors d'abord, je me présente, je suis Fabrice Midal, je dirige la collection Pocket et j'ai la collection Pocket Évolution et j'ai lancé le prix Vivez Mieux il y a quelques années dans l'idée de promouvoir un ouvrage qui peut aider les gens de manière solide, concrète, qui peut vraiment être un plus dans leur existence. Et on a pensé que ce prix devait être un prix des libraires. Et donc c'est pour ça que je suis très content de faire cette présentation et de m'adresser aux libraires, puisque on pensait que c'était intéressant d'avoir un prix qui reflète le terrain, les questions, et du reste, je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout aux vainqueurs de ce prix. On avait un choix de livres tous aussi formidables les uns que les autres, et ça m'a beaucoup interrogé. Pourquoi vous avez choisi ce livre-là? Et donc j'ai appelé plusieurs libraires qui avaient voté pour leur demander, et c'était vraiment, ouais, c'est vraiment passionnant parce que le choix s'est porté sur le livre qui vous semblait, en fonction des clients qui viennent dans le magasin, le livre qui avait apporté le bénéfice le plus fort, le plus radical au quotidien. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que voilà, nous, éditeurs, on ne pense pas uniquement dans cette perspective-là, et je trouvais que c'était vraiment bien. Et le prix, donc on a un peu réfléchi depuis longtemps chez Pocket. Il y a des auteurs qui sont très connus, et puis après il y a plein d'auteurs qui ont des choses à dire formidables, qui n'ont pas toujours le relais qu'il faut pour les faire connaître, ou des ouvrages d'auteurs étrangers fondamentaux, mais dont peut-être, comme ils ne sont pas venus en France, les médias ont moins parlé, et on voulait donc que ce prix mette en avant à la fois des livres forts, des livres qui sont des coups de cœur, des livres qui incarnent quelque chose. Et puis, comme je venais de le dire, des livres qui aident très concrètement, qui sont solides. Alors, vous connaissez sans doute un peu le travail que je fais depuis 15 ans chez Évolution. Ma conviction profonde, c'est que quand on publie un livre, qu'on appelle un peu généralement de développement personnel, de psychologie, de santé, on a une responsabilité éthique beaucoup plus grande. On devrait publier que des livres dont on est sûr à la fois du sérieux des auteurs et à la fois que ça va vraiment aider les gens. Et c'est parce que je trouve que c'est pas assez fait, qu'il y a trop de choses qui sont floues, qui sont des idées d'un tel, mais qui ne sont pas fondées sur soit des analyses scientifiques, soit une expérience sur le terrain, que j'avais essayé de faire dans la collection Évolution chez Pocket, un engagement plus éthique. Je trouve qu'on a une responsabilité éthique. Quelqu'un qui va acheter un livre, comme on va en parler, pour aider son ado, on n'a pas envie d'avoir un truc flou ou gentillet ou sympathique. On veut quelque chose de concret et qui soit vraiment aidant. Donc voilà un peu l'ADN de la collection, l'ADN du prix. Et c'est comme cela que Mathieu Brégégère, vous avez gagné. On va peut-être se tutoyer, ce sera plus sympathique. Tu as gagné le prix pour ton livre. Oui. Alors c'est vraiment formidable. En plus, je suis très content parce que c'était ton premier livre. Ça a été un travail, voilà, écrire un premier livre quand on n'est pas écrivain, mais parce qu'on a un peu la passion de transmettre quelque chose, de transmettre une expérience. C'est quand même très beau. Oui. Et ce que je trouve remarquable dans ton livre, c'est le soin, on voit tout le travail que tu as de mettre en scène, de raconter. C'est un vrai livre qui a une vraie capacité d'écriture, ce qui nous avait beaucoup enthousiasmé chez Pocket. Alors j'espère qu'on va avoir le temps dans notre discussion que tu montres pourquoi ton rapport est complètement différent.
ce que tu dis sur les ados, ce que tu dis sur les approches qu'il faut prendre, est vraiment très différent. Mais j'ai pensé commencer notre entretien par évoquer un peu d'où tu parles, parce que je parlais là de la légitimité des gens, et je trouvais que c'était important. Alors peut-être pour te présenter rapidement, tu as été longtemps éducateur, tu as travaillé dans la rue pour éducateur avec des adolescents et des jeunes en difficulté. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, tu es devenu formateur pour les éducateurs. Puis tu as travaillé à l'Éducation nationale pour transmettre la méditation dans des lycées souvent difficiles. Donc ça, c'est vraiment complètement passionnant parce qu'on a vraiment l'idée que, bon d'accord, la méditation, c'est pour les quartiers un peu chics, mais donc toi, tu as travaillé dans des... Tu as après formé des enseignants à une autre approche de la méditation que celle habituelle. Et on va peut-être, du coup, parler de toute la querelle qu'il y a en ce moment sur la méditation dans les établissements scolaires. Puis, en plus, alors ça va un peu, il y a des choses qu'on continue en parallèle. Tu as enseigné la méditation à Sciences Po, donc c'est vraiment intéressant, ça va être éclairant pour te voir un truc complètement différent des lycées défavorisés, de voir à Sciences Po, on va voir si les ados ont les mêmes problèmes ou pas. Et tu as aussi l'expérience d'accompagner des sportifs de très haut niveau, pour les accompagner. Et même si tu es tenu, pour ne pas dire évidemment le nom des sportifs de haut niveau que tu accompagnes pour préparer les Jeux Olympiques, tu pourras quand même nous raconter un peu l'expérience et pourquoi l'approche que tu développes dans le livre aide. Donc aussi bien un jeune qui doit faire les Jeux Olympiques, un jeune qui est dans la rue, un jeune qui est en échec scolaire, qu'un jeune qui va devenir un des futurs dirigeants de notre société. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors peut-être on peut commencer... je sais pas, est-ce que tu veux commencer dans l'ordre chronologique ou il y a un truc que tu peux... Peut-être, oui. Éducateur, alors raconte-nous comment tu es devenu éducateur et qu'est-ce que tu as vu qui a nourri ta réflexion de ce que tu proposes dans le livre? Éducateur spécialisé, j'ai fait cette formation de 3 ans, voilà, comme tous les éducateurs, il y a une formation de 3 ans. Et pendant cette formation d'éducateur, on peut travailler avec tous les publics, vraiment des adultes, des jeunes, des enfants, des ados. Et j'ai été très très rapidement attiré par ce public d'adolescents, parce que déjà par rapport à la propre adolescence que j'avais vécue et à ce que je voyais sur le terrain des quelques ados que j'avais autour de moi, je me rendais compte que c'était une période très particulière où l'adulte avait besoin de retrouver une place. Et j'avais vraiment cette impression... L'adolescent, j'ai pas compris. Que l'adulte devait retrouver une place dans ce monde des adolescents où ils étaient très isolés, en fait, très entre eux, qui est, bon, une période aussi où ça peut être intéressant, mais qui n'avait aucune place pour l'adulte dans cet espace et que ça crée de nombreuses conséquences pour leur avenir, en fait. Et donc, c'est là que j'ai eu ce désir, et comme moi, je venais du sud-ouest, vraiment de la campagne, je sais pas pourquoi, j'avais cet appel d'aller dans les quartiers, vraiment d'aller dans un endroit qui n'était pas du tout le mien au départ. Et donc, quand j'ai fini mon école d'éducateur dans le sud-ouest, donc à Pau, je suis monté dans la capitale, vraiment ce geste un peu des gens du sud-ouest qui montent dans la capitale, ce qui est très profond, pour aller être éducateur dans les quartiers. Et là, c'est là que j'ai commencé à être éducateur de rue, à Gennevilliers. Et pendant 7 années, j'ai été vraiment dans la rue, avec des jeunes de 12 à 25 ans, à essayer de créer une relation de confiance, parce qu'on parle de suite de comment créer une relation de confiance. Donc j'ai vraiment travaillé la possibilité de trouver un espace de rencontre avec des jeunes qui ne me ressemblaient pas du tout au départ. Et ça a été un vrai apprentissage qui a nourri une capacité à me déplacer de moi-même, à sortir de mes propres carcans éducatifs, à sortir de mes propres petites vérités à moi, pour aller vraiment à la rencontre de l'autre sur son territoire. Parce que là, je ne suis pas dans mon association à attendre que les jeunes viennent. C'est moi qui vais chez eux, dans l'endroit qu'ils ont investi. Ce qui est intéressant par rapport au livre, c'est que ce que tu viens de dire, qui est très surprenant, et puis je trouve que c'est une des choses surprenantes du livre, c'est que la question de la confiance est fondamentale. Or, quand on parle des conseils à donner aux jeunes, par exemple, le livre parle des conseils tout bêtes, ils sont trop sur l'informatique, ils ne veulent pas travailler, ils sont trop stressés, ils n'en peuvent plus. On n'imagine pas que là, un des premiers actes, c'est comment on établit une relation de confiance. Et ça, cet apprentissage, c'est ça qui m'a aidé après, quand j'ai découvert la pratique de la méditation pour moi-même, à me rendre compte que c'était le premier pas à faire avec eux. Et notamment dans cette relation avec ces jeunes, je me suis rendu compte que malgré ma culture, malgré que je n'étais pas du tout du même milieu, il était possible d'établir une relation à partir d'un parler vrai, d'une forme d'authenticité à établir dans le dialogue, et qu'il ne s'agit pas de s'inventer une vie, mais juste d'établir une relation vraie, et que là, toutes les barrières structurelles, sociales, tout ce qu'on veut disparaissaient.
Alors là, à partir du moment où j'ai découvert ça et que j'ai découvert la méditation moi-même, parce que ça a d'abord une découverte personnelle, j'ai commencé à méditer. Et ça a tellement été un cadeau, la méditation, qui a changé ma vie, qu'à partir du moment où je suis sorti de la rue pour devenir formateur, parce que j'avais continué mes études, que j'ai rencontré les éducateurs spécialisés, que je me rappelais ma formation, où on ne parlait jamais des émotions. Alors que nous, notre travail, toute la journée, on est en contact du malaise social. Et dans nos formations, comment on nous forme ? Maîtriser vos émotions, il faut apprendre des techniques pour gérer sa vie. Mais sur le terrain, en fait, les éducs, ils pètent un câble au bout de 2 ans. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à changer de la formation des éducateurs. Et comme j'avais reçu ce cadeau de la pratique, je me suis dit, la pratique, c'est une occasion pour ces éducateurs en formation, déjà de travailler au lieu de gérer leurs émotions, à les rencontrer déjà, à les apprivoiser et à voir ce qui se passe. Et ça a été une découverte folle pour eux. Ensuite, de pouvoir découvrir ce que c'est le contraste entre les moments où j'étais présent et les moments où je ne suis pas du tout présent. Ça, c'était ce qui m'avait frappé quand j'étais éducateur de rue, où moi je croyais que j'étais quelqu'un qui était plutôt fort à l'écoute, c'était ma force, l'écoute. Et quand j'ai commencé à méditer, qu'est-ce que j'ai vu? Que 3/4 de mes entretiens, j'étais en pilotage automatique. C'est-à-dire que la personne, elle me parlait, j'avais tellement une connaissance de l'entretien que j'étais capable de dire oui, des petits signes, mais mon esprit, il était ailleurs. Donc leur apprendre ça aux éducs, de voir la différence entre les moments où ils sont là et les moments où leur esprit est ailleurs, c'est magnifique. Surtout sans les culpabiliser, mais juste de voir. Et la méditation est de ses appuis. Et donc, cette rencontre des éducs, je me suis dit, il faut que je commence à créer des modules où je parle de cette pratique et que je puisse leur transmettre. J'ai commencé, et à la fin de l'année, je ne sais pas si tu sais, bon, je te tutoie, il y a des temps de bilan. Et dans les bilans, on dit quels sont les cours qui vous ont le plus marqué dans l'année. 90% des gens, l'atelier méditation les avait marqués. Alors là, je me suis dit, attends, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que je me suis vraiment posé, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que rencontrer une promotion par an et leur transmettre cette pratique, ouais, c'est pas mal. Mais j'avais toujours ces ados en tête. Je me disais, mais la méditation quand même là, ces ados, ça pourrait vraiment, vraiment être un appui qui pourrait changer leur vie. J'en étais certain. Et là, je suis devenu auto-entrepreneur. J'ai tout lâché. Bon, j'ai été aidé pour tout lâcher, mais... Et je me suis lancé dans cette aventure où je suis allé, je me suis dit les ados où je pourrais les rencontrer dans un premier temps. Beaucoup d'enseignants que je rencontrais, que je côtoyais, me disaient vraiment le milieu, l'école aujourd'hui c'est compliqué, les collèges et les lycées c'est compliqué au niveau de l'atmosphère. Ce serait peut-être bien que tu interviennes. Il y avait des profs qui étaient intéressés. Et c'est comme ça que je me suis lancé à transmettre la pratique dans des lycées, d'abord aux élèves. On va revenir. Ouais. Avant d'aller, on va reprendre. Il y a un point que je trouve vraiment important, dont on a été un peu rapide peut-être, c'est pour créer une relation de confiance avec l'étudiant, avec l'adolescent, c'est important d'en parler vrai. Ouais. Donc ça, c'est un des enjeux, une des clés de ton livre. Ouais. Je vais revenir parce que c'est quand même très surprenant, puisque en général, par rapport aux ados, on nous apprend plutôt, le discours général, c'est d'avoir un discours de l'adulte qui est dans une forme de savoir et de pouvoir qui donne une information ou une technique. On a l'impression que la méditation, c'est l'adulte qui sait, qui donne une technique à l'adolescent. Toi, tu montres dans ton livre que c'est la pire chose à faire, qu'au fond, tu me corriges si ce n'est pas tout à fait ce que tu dis dans ton livre, mais si j'ai bien compris, ce que tu montres, c'est l'adolescent, la chose qu'il a envie, c'est qu'on lui parle enfin pour de bon. Voilà. Sa souffrance, son stress, sa difficulté vient que personne ne lui parle simplement, authentiquement, et que l'adulte qui, parce qu'il a lui-même rencontré ses émotions, ose lui parler de ce qu'il est, de ce qu'il sent, ça déplace tout. Exactement. Donc, le livre, c'est la seule manière d'avoir un rapport aux ados, c'est d'avoir un rapport moins technique. Ce que tu disais toi-même, que la découverte que tu as faite dans ta propre formation, c'est passer d'une formation très technique, où on a des savoir-faire, à rentrer dans la vraie rencontre. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est assez passionnant. Je fais une parenthèse qui est un peu... Mais comme j'ai fait un entretien, il n'y a pas longtemps, d'un auteur qu'on a publié chez Pocket, Ne coupez jamais la poire en deux, d'un ancien négociateur au FBI, c'est un des plus grands négociateurs au FBI en cas d'enlèvement. Okay. Donc ça déconne pas. Ouais. Et son livre « Ne jamais couper la poire en deux », c'est le plus grand livre que j'ai jamais lu sur la négociation. C'est comment négocier. Alors vraiment, ce qui ne cessait de me dire,
que je trouve vraiment en lien à ce que tu dis, c'est la bonne négociation, c'est quand on entre pour de bon en relation avec la personne. C'est pas tant une question de technique qu'une question de vérité, de relation. C'est fou. Et c'est ça que je suis frappé. Et j'ai fait, si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder sur ma chaîne YouTube dans quelques semaines. On a fait un jeu de rôle. Ah. Donc une de mes amies a joué qu'elle était le terroriste qui était dans une banque et il négociait avec elle. Et j'ai été frappé parce que c'était pas... Nous, on imagine, il y a des techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir négocier. Non, c'est le souci absolu, réel, d'entrer en relation, de parler vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des techniques, mais qui viennent de cette relation. Donc je trouve que c'est vraiment important ce que tu décris, que c'est le risque de se mettre à nu. Et on voit bien pourquoi un adolescent, c'est ça qu'il attend. C'est quelqu'un lui parle pour de bon. C'est ça, parler vrai, c'est le risque, comme tu le dis, que l'adulte, que moi en l'occurrence quand je rentre en relation avec lui, je me mette aussi à nu. Et qu'il se rende compte qu'il est possible de pouvoir avoir rapport à sa propre vulnérabilité et que c'est OK. Et que ce qui est fou, c'est qu'il le sente, hein, et que de là se dégage une force, malgré tout. Et moi, c'est ce que la méditation m'a fait découvrir. Arrête de te cacher, retire ton masque, en fait, dans certaines situations, bien sûr, mais dans les situations favorables, retire ton masque. Et nous, on a peur parce qu'on se dit, ben là, c'est foutu. Là, si je commence à laisser de la place à ma vulnérabilité, à tout ce qui est difficile dans ma vie, je suis foutu. Et bien, paradoxalement, c'est là qu'on a rapport à une ressource qui nous donne de la force et on assume quelque chose de profond. Et les gens, au fond, ils ne peuvent plus vraiment avoir de prise sur nous. Et ça, les ados, ils en raffolent de ça. Et donc, cette relation vraie, à partir de là, tout est possible. Alors après, moi, j'ai une question parce que, bon, évidemment, étant engagé moi-même dans la méditation, j'ai mon idée dessus, mais ça m'intéresse puisque c'est ton engagement. Là, ceux qui nous écoutent sont un peu déconcertés parce que l'idée qu'on touche à vulnérabilité, qu'on apprend à parler vrai par la méditation, aujourd'hui, les gens n'ont pas du tout cette idée-là de la méditation. Donc, en quoi bon, on ne va pas refaire ce que je fais moi tout le temps, refaire la critique de ce que de ce qui est devenu la méditation, de la pleine conscience. Les gens, ils peuvent regarder tout ce que j'ai fait. On va pas revenir dessus. Mais comment la méditation, donc, que tu as reçue et que tu as transmis aux éducateurs et aux ados, peut les aider à être plus sincères, accepter leur vulnérabilité, avoir un autre rapport à leurs émotions? Parce que, en fait, quand on commence à pratiquer, c'est vrai que c'est ça en fait, accepter la réalité telle qu'elle est, c'est ce qu'on fait pendant la pratique. C'est-à-dire on fait une pause, on ne fait rien de spécial, et juste on rencontre ce qui se passe en nous. Et c'est marrant parce qu'on le fait dans un espace où c'est assez sécurisé, juste on rencontre, tiens, j'ai mal au dos. Et au lieu de ce qu'on fait habituellement quand on a mal au dos, c'est bouger pour changer le mal au dos en fait. Là tout d'un coup on va créer un espace d'accueil avant de bouger. C'est comme si c'était une rencontre, je commence par accueillir au lieu de réagir. Au lieu de réactiver. Et ça, c'est ce que font tout le temps les ados. Ils sont pris par la réactivité émotionnelle, notamment. Et là, tout d'un coup, je leur apprends par des petites choses. Il ne s'agit pas d'abord travailler la grande colère et quand ils sont embarqués par l'émotion, mais juste, tiens, j'ai mal au dos et juste, j'accueille avant de bouger. Et puis après, je vois ce qui se passe. Si ça devient trop, pas de souci pour bouger, mais parfois, ils découvrent que c'est passé, en fait. Et donc là, ils se rendent compte qu'ils peuvent commencer, au lieu de suite être dans la réactivité, dans le refus du réel, commencer par l'accueillir. Et ça, là, ces petits exercices qu'on va faire pendant la classe, par des petits moments comme ça, sur des petites choses, par exemple, une pensée me traverse, tiens, elle est là. Et comme dans la pratique dans laquelle j'ai été formé, on ne refuse pas les pensées, parce qu'il ne s'agit pas de se vider la tête, il ne s'agit pas d'être sans pensée, être calme. Tout d'un coup, c'est, j'accueille la pensée, tiens. Alors, il y a des pensées qui reviennent, puis il y a des pensées qui nous traversent, c'est OK, en fait. Et là, tout d'un coup, ils découvrent qu'ils ne sont pas obligés d'être entièrement sous influence de ce qui se passe en eux, mais qu'ils peuvent commencer à vivre avec et travailler avec, et être souples en fait. En fait, ce que je leur propose de vivre, c'est une souplesse de l'esprit. Et je parle souvent de ça, et ça leur plaît, de décider d'être un entraînement de l'esprit pour développer une forme de souplesse. Et ça, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'ils découvrent et qu'ils expérimentent en fait. Ce qui est fort aussi dans le parler vrai aussi. Hein. Donc à la fois, je leur parlerai à partir de ma propre vulnérabilité, de mes difficultés que je rencontre aussi, mais je leur propose aussi d'expérimenter par eux-mêmes ce que je dis. Et ça, ils peuvent le vivre très rapidement. Donc ils se disent, attends, ils ne me racontent pas des histoires, je peux le vivre par moi-même. Et ce qui est génial dans la pratique de la méditation dans laquelle j'ai été formé, c'est que pendant ces quelques minutes de pause, il n'y a rien à réussir. Et ça, je crois que
au début, je ne commençais pas vraiment par ça, mais très vite, je me suis rendu compte que ce qui allait leur permettre d'être un vrai moment de pause, un vrai moment qui allait être important dans leur vie, c'est si j'arrivais, dans les premières fois où on le faisait, à créer une atmosphère où ils pouvaient sentir que pendant ces quelques minutes, pour une fois, ils n'ont plus rien à réussir. Donc ça, c'est un autre point, on va venir. Donc, ouais. Mais le premier point là que je trouve important, voilà, c'est que la méditation, ça permet de changer le rapport à ses émotions, être moins dans la réaction. Ouais. Est-ce que, il y a Sophie qui nous demande, est-ce que tu as eu des retours des éducateurs qui ont appliqué ta méthode après que tu les aies formés? Ah ben oui, oui. Et voilà, tu peux donner quelques... Ben oui, oui, en fait, le fait que j'ai été leur formateur et en fait, ils ont mon mail et on continue à échanger. Ils me disent, ben voilà, ça a complètement changé le rapport que j'ai en mon métier et le rapport aux émotions. Et souvent, ces personnes que j'ai formées deviennent dans leur équipe des personnes qui arrivent à créer un espace de parler vrai dans les équipes aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait un travail d'acceptation d'eux-mêmes. Donc en fait, ils deviennent ceux qui peuvent maintenant transformer les atmosphères dans leur équipe. Parce qu'aujourd'hui, dans les équipes d'éducateurs, c'est chacun parle. On parle des choses, mais on ne parle pas des vraies choses, des difficultés que l'on rencontre. Et ces personnes, comme elles ont fait un travail dans la méditation d'assumer ce qu'elles sont par rapport à leurs émotions, sont tout à fait capables d'amener dans les équipes un discours de vulnérabilité, un discours de vérité. Et ça, je l'ai vu, hein. Une seule personne dans une équipe a un discours un peu différent, commence à parler vrai. Une autre qui était prête à le faire le fait, relaie, et ça crée comme ça un effet rebond. Et en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que mon travail, c'est beaucoup plus travailler sur les atmosphères, à modifier les atmosphères dans les lieux. C'est pour ça que dans les établissements scolaires, au début, je voulais rencontrer que les élèves. Et puis après, je me suis dit, attends, il faut que je rencontre aussi les enseignants parce qu'ils sont partie prise de cet établissement. Puis après, les CPE, tout le personnel, le responsable du CDI, enfin voilà. Donc j'ai créé des formations pour eux aussi. Et puis aussi les directions. Et j'ai eu la chance dans 3 établissements de pouvoir avoir une action globale sur l'établissement en entier. Et là, c'est toute l'atmosphère de l'établissement qui change. Et là, il y a un vrai impact. Parce que du coup, les gens, de l'élève jusqu'au proviseur ou à la proviseure peuvent du coup avoir cet état d'esprit que propose la pratique, d'accueillir avant de réagir. Et ça change tout dans une équipe. C'est clair. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux donner... je sais pas, quelques exemples, tu en racontes beaucoup dans le livre, de comment tu as travaillé avec des... Prenons un élève dans un lycée qui est en rupture. Il y a un élève dont je trouve que c'est intéressant de voir un peu ton approche et ta méthode. Un élève qu'on te confie et qui a 2 doigts d'être envoyé. Ouais. Oui, il y a cette histoire qui a été un moment aussi très important pour... mettre en lumière que, que les élèves les plus en difficulté émotionnellement, ceux qui ne supportaient pas la frustration, ce que beaucoup d'enseignants voient dans certains établissements, ça veut dire des jeunes qui, à la moindre remarque, que ce soit par un de leurs camarades ou par leur enseignant, pètent littéralement un plomb, c'est-à-dire que émotionnellement, c'est action directe, soit par la violence verbale, soit par des gestes physiques assez... Ça, on voit bien que c'est le problème de notre temps. Ouais, Est-ce que tu as une idée pourquoi aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ou 30 ans, il y a cette sorte de, comment tu as dit, c'est pas surréactivité, de réactivité émotionnelle. Ouais, c'est ce que je trouve qui est assez bien vu. Ben, moi j'ai été prof pas longtemps. Ah ouais. C'était difficile et c'est vrai que c'est ça que je trouvais le plus étrange et poignant. C'est que la moindre chose, ils n'ont pas du tout l'idée que, un rapport aux émotions, les gens ils pratiquaient pas la méditation il y a 50 ans ou 60 ans. Pourquoi c'était pas comme ça ? Moi, alors, il y a plein sûrement d'hypothèses. Moi, ce que je vois, c'est justement le fait que nous, déjà les adultes, on ne soit pas du tout en rapport à nos propres émotions. Et il y a des jeunes qui, dans cette période d'adolescence, eux, c'est la crise émotionnelle. Ce n'est pas le cas de tous, mais pour certains, en tout cas, ça va dans tous les sens et ils ne savent pas comment faire avec cette submersion. Une colère, ça devient énorme. Voilà, il y a c'est aussi une forme d'hypersensibilité par rapport à ce qu'ils sentent. Et quand ils regardent autour d'eux pour savoir comment faire en fait, sans vraiment oser en parler parce qu'ils ne vont pas le demander, eh bien ils voient des adultes qui font semblant que tout va bien. Qui disent « Ah non, moi les émotions, t'inquiète, ça va ». Mais il y a 50 ans, les gens étaient un peu enfermés dans leur rôle. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, oui, c'est vrai. Mais après, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait peut-être plus... Je ne sais pas après si on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de réactivité émotionnelle. Il y a un truc qu'on voit, c'est que... après, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait d'autres problèmes, mais on voit bien que les gens, quand moi, j'étais à l'école, il y a très longtemps,
si tu faisais une remarque à un élève, il ne prenait pas la chaise et il te l'envoyait dans la figure. Aujourd'hui, on voit ça. Moi, j'ai même dans des lycées assez bons, on voit une sorte Après, on n'a peut-être pas forcément la solution. Non. Mais peut-être, moi, ce que je vois, hein, en plus, j'ai des enfants qui ont 5 ans, donc je le vois par rapport à comment éduquer mes enfants. Peut-être l'éducation aussi un petit peu évolué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans une tendance, les parents, à réfléchir à une éducation plus ouverte, plus bienveillante, qui laisse plus de place à la possibilité que l'enfant essaie de se déployer, de dire, de parler, ce qui est une très bonne chose. Mais il y a toujours un piège, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut trouver un équilibre. Moi, je le vois avec mes 2 enfants, j'ai des jumeaux de 5 ans. C'est trouver tout. Et ma femme, on est toujours en train de réfléchir à trouver cet équilibre entre leur laisser leur place pour qu'ils puissent être, pour qu'ils puissent parler, ce qu'ils n'auraient peut-être jamais pu dire il y a 50 ans, mais à la fois garder la dimension de cadre. Peut-être c'est l'absence de cadre qui jouait. Parce qu'avant, tout n'était pas parfait sur le rapport aux émotions, mais il y avait un cadre de sécurité. Quand on lit même les témoignages, il y avait quand même un cadre de sécurité dans lequel l'enfant pouvait créer une sociabilité avec d'autres qui fait défaut. Alors donc, reprenons l'élève de... Excuse-moi d'avoir... Mais non, mais c'est super important. Mais parce que justement, c'est super le cadre. En fait, le cadre, c'est que la méditation, c'est un cadre. C'est ce qui est fou, hein. C'est que, mais justement, avec ce jeune, ce que j'ai pu voir, c'est que donc, ce qui s'est passé, c'est que dans ce lycée, la CPE était très investie et elle me permettait de rencontrer individuellement certains jeunes très en difficulté, dont lui, qui était vraiment à 2 doigts de se faire exclure. Il est en terminale, de se faire exclure de l'établissement. Ce serait été la 3e fois qu'il se fait exclure et qui était dans une reproduction de toujours, il explose tout. Et lui, on a eu l'occasion de vivre des moments. Et justement, on a fait tout un travail avec cette pratique, spécialement autour des émotions. Mais en fait, la pratique lui donnait un cadre. Et ce que j'ai vu, hein, c'est qu'en lui parlant vrai aussi depuis le début, je pouvais lui dire non. Il y avait quelque chose qui s'était établi dans notre relation qui faisait que de toute façon, mon non, je sais pas, c'est comme s'il sentait que parce que je lui avais parlé vrai, il y avait une forme de considération entre nous qui fait que je pouvais me permettre et qu'il acceptait, ce qui me disait que c'est pas... Enfin, lui me disait, mais des fois, toi, tu me dis des trucs, mais mon père, il me dirait ça, je te défoncerais. Je le défoncerais, quoi. Et je sais pas, il y a comme un truc qui... C'est intéressant, la considération. Ouais, la considération, ce mot, je l'adore parce que c'est clair, puis c'est ça dont tu parles dans ton livre beaucoup. Pour aider un ado, il faut créer, donc on a créé du lien, créer un cadre et créer de la considération. Et là, le non est possible. Et il allait jusqu'au bac. Et alors qu'il avait un conseil de discipline. Peut-être tu peux raconter le détail. Ben oui, c'est ça, c'est que on avait fait un travail avec lui de longue haleine. La CPE était avec moi, on se rencontrait souvent. J'y allais 1 fois par semaine dans ce lycée. Et là, un jour où j'arrive, un mardi, j'arrive dans l'établissement et la CPE un peu catastrophée me dit ça y est, là, il a fait la connerie de trop. Il passe en conseil de discipline. Et là, tu sais, les conseils de discipline, 90% des chances quand il y est, c'est déjà trop tard. Alors je me suis dit, faut pas que j'y aille. Ah non. Faut surtout aller dans le conseil de discipline. Je savais pas, mais là, je n'irai plus. Non. Et donc là, j'ai dit, écoute, est-ce que je peux le voir en urgence là aujourd'hui? Donc elle a fait sortir de cours et tout ça, on s'est vu. Et là, j'ai essayé de travailler avec lui, sa présence pendant ce conseil. Je dis, voilà, qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que tu veux reproduire? Parce que qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils veulent l'exclure? Je ne me rappelle plus cette scène-là, mais puis il avait tellement fait de choses, je ne me rappelle plus s'il avait... Je crois que c'était cette idée de balancer, sa prof lui avait dit un truc, il avait jeté sa table comme ça avait bousculé quelqu'un derrière, et puis il était parti, il avait claqué la porte comme ça, en l'insultant derrière, je t'emmerde. On voit bien la scène. Donc tu lui parles. Donc je lui dis, est-ce que déjà tu as envie d'avoir c'est l'opportunité, tu passes ton bac, tu as envie d'y aller jusqu'au bout. Il s'était fait exclure 2 fois, c'est parce que je lui dis, moi j'avais vu les phénomènes de reproduction, je lui ai montré que dans son comportement, il fait tout au dernier moment pour se faire virer. Est-ce que tu veux continuer dans cette voie ou est-ce que tu veux qu'on change? Il dit, ouais, non, j'aimerais bien qu'on change. Je dis, ok. Et donc on a essayé de préparer, parce que je lui dis, qu'est-ce que tu vas dire toi lors du conseil? Ben rien. Rien. Moi, je dis rien, moi. Ah non, moi, je vais pas parler devant ses profs, là. Non, je n'assume pas de parler. Et donc, en fait, ce qu'on a fait un travail pour qu'il puisse parler, en fait. Pour qu'il puisse dire. On a fait un travail aussi sur la préparation avant le moment, c'est-à-dire de vraiment se poser, de sentir sa respiration. Il a fait, hein. Et puis, il a pu parler, il a pu dire quelque chose. Et ça a tout changé. Il a dit qu'il allait continuer à travailler avec moi pendant le reste de l'année. Donc, premier point, le fait de méditer. Ouais, c'est tout à fait pas du tout ce qu'on croit. Parce qu'un élève là, qui vient de casser tout, qui va se faire exclure, on n'imagine pas du tout méditer pour essayer de se calmer ou d'essayer de faire toutes ces conneries. Non,
le fait de méditer, c'est pas du tout pour se vider la tête, ça, c'est juste pour entrer en rapport à ce qu'il sent et avoir davantage le courage, qui est vraiment la torture pour un ado, d'oser prendre la parole au conseil de classe, ou sinon, en général, c'est humiliant, difficile, risqué, il va se mettre à nu. Au fond, tu l'as aidé à qu'il se mette à nu. C'est ça, c'était exactement ça. Et tu sais, tu parlais des émotions, parce qu'avec lui, on a fait un gros travail sur la colère, justement, et le travail, c'était de rencontrer sa colère. Et je lui ai pas dit, surtout calme-toi, concentre-toi sur tout le cours, c'était rien. Et c'est ça, paradoxalement, qui a fait qu'il a ouvert un chemin, en fait, et qu'à la fin de l'année, il a eu le bac, finalement. Il n'a pas été viré. Ça, je suis content que tu dis ça, parce que c'est un peu mon dada. Dire à quelqu'un qui est en colère, ne sois pas en colère, c'est la pire des choses. C'est la culpabiliser encore plus. Le mec, il peut pas. Clair. Il ne peut pas. Donc, quel est le chemin qu'on lui propose? Donc, on torture encore plus. Et donc, tout ce qu'on raconte aux gens, alors, tous les livres, gérez votre colère, soyez zen, vous pouvez les mettre de côté. Et les abandonner, parce que ce que tu as fait, c'est exact. On voit bien, c'est l'inverse. C'est aider le jeune à rencontrer sa colère, et en la rencontrant, il n'en est plus prisonnier et victime. En la rencontrant, au lieu de lancer la table, il sent qu'il est en colère, il a un petit interstice avant de lancer la table. Cet interstice, il peut être libre et voir ce qu'il veut faire. En fait, voilà, ce que j'ai fait découvrir, qu'entre le moment où il sent quelque chose lui arriver, comme la colère, et le moment où il réagit, il y a un espace de quelques secondes. Et ça, avec la méditation, on peut le goûter, on peut le sentir. Et là, il y a quelque chose où il est possible de faire un pas de côté. Et lui, on va parler beaucoup, il aime bien ce mot pas de côté. Il dit « Ah ouais, j'ai fait un pas de côté à mon père ». Bon voilà, on a fait tout un travail comme ça. Ouais, c'est génial. Ouais. Bah ouais, mais c'est génial. On voit bien, c'est sûr, c'est parlant ce que tu dis. On voit bien un ado qui fait pas de côté quand son père lui parle de s'énerver et fait un pas de côté. Voilà, donc c'est des petites... Alors, après, tu as été à Sciences Po. Oui. À moins que tu voulais rajouter Non, parfait. Non. Mais alors, Sciences Po, c'est intéressant parce que là, on se dirait, bon, à Sciences Po, les ados, là, ils n'ont pas de problème. Les adultes, les jeunes, ils n'ont plus de problème là-bas. Ouais. Ils sont de classe favorisée, ils ont tout réussi. Là, c'est pas eux qui vont lancer une chaise contre la tête du prof. Non. Alors, est-ce que ça servait à est-ce que tu avais quand même quelque chose à faire? En fait, la démarche de Sciences Po, elle a démarré, au fond, c'est de ces découvertes dans la classe quand j'étais dans les lycées. Parce qu'au début, on m'appelait pompier, donc j'allais dans les classes toujours les plus difficiles. Comme j'étais éducateur de rue, on m'amenait vraiment vers les plus durs. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait dans chaque classe des invisibles, ceux qui ne parlaient pas, qui n'avaient pas de problème. Et en fait, à creuser un petit peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas parce qu'ils ne parlaient pas, ce n'est pas parce qu'ils semblaient invisibles dans une classe, ce n'est pas parce qu'ils ne jetaient pas les chaises dans la cage, qu'ils n'avaient pas pour autant besoin ou que la méditation ne pouvait pas être un appui pour les aider dans cette période. Donc ça a été la première réflexion. Et puis j'ai eu une opportunité d'aller à Sciences Po et là, la chose s'est entièrement révélée. Puisque du coup, donc ce qui est super à Sciences Po, c'est que je reçois un groupe de 15 étudiants qui viennent de partout. Ils peuvent être en doctorat Sciences Po, comme en première année du début. C'est-à-dire qu'eux, ils s'inscrivent à l'atelier méditation, ils ne savent pas qu'il y aura, enfin voilà, ils s'inscrivent à un atelier sur un semestre, une fois par semaine, 2 heures. Donc j'ai vraiment le temps avec eux. Et donc c'est ça, c'est vrai. Mais je l'ai déjà raconté par ailleurs, mais ce qui m'a toujours frappé, cette idée que quand j'ai reçu la première fois que je l'avais fait, maintenant ça fait plusieurs années que je le fais, mais la première fois j'avais reçu leur parcours un peu. Donc ils avaient des parcours de fou, mention très bien. Moi j'étais un ancien mauvais élève en fait. Donc de voir que j'allais recevoir 15 qui avaient eu mention très bien, bac ES, qui parlaient 5 langues et tout ça, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qui va? J'étais stressé parce que moi les jeunes qui jettent des chaises, bon ça va. Mais là, je me suis dit, bon. Et donc quand j'arrive, effectivement, ils arrivent tous super sérieux, très bien en place, vraiment parfait quoi. Hein, le prototype de gens qui assurent, qui sont toujours au top et qui sont parfaits. Donc on s'installe, on fait un cercle en fait. Et puis voilà, moi j'installe une présentation très vraie. Ça, je parle du parler vrai aussi. Je lance le même, je dis on va voir hein, cette atmosphère, parler vrai, on voit ce que ça donne. On médite. Et puis ce que je fais souvent après la méditation, c'est que je leur demande de parler de leur expérience. Et ils commencent à parler de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils vivent. Tout d'un coup, il y a des notions comme le stress, comme le burn-out qu'ils ont vécu à un moment. Ah tiens, il y en a un qui a... Donc, vas-y. La méditation, c'est pas l'enjeu de la méditation, c'est pas faire 1 heure de méditation. C'est que la méditation devient un espace à partir duquel ils rencontrent ce qu'ils sont, on peut parler d'une autre manière, on crée un autre cadre. Donc au fond, c'est ça qu'il faut vraiment que les gens entendent. C'est complètement... Là aussi, quand on creuse, ce que tu racontes est complètement dingue. Parce que voilà, c'est pas une séance de méditation. Parce que là, on a l'idée, bon, je fais ma séance de pilates, je fais la séance de yoga, je fais la séance de méditation. C'est pas du tout ça. Ah là, moi, c'est tout un travail à partir de cet espace-là, soit qu'on peut le faire tout seul, en lisant ton livre, parce qu'en faisant ces séances de méditation, ça va changer notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, etc., faire le pas de côté. Mais c'est ça que tu proposes. C'est ça.
Donc, tu as duré combien de temps, Patton? Les séances duraient 1 heure, c'est ça, tu as dit? 2 heures. 2 heures. Et vous méditiez combien de temps? 2 fois combien de temps? 2 fois. Alors, au début, la première fois que j'ai fait 20 minutes. Et là, je me suis rendu compte, il bougeait tout si c'était là. Je dis, oulala, il faut des... Donc, en fait, on fait un cycle on part sur des méditations de 5 minutes, découvrir juste au début, sentir ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, vraiment, le temps essentiel de ces séances, c'est de pouvoir parler, d'explorer. C'est en fait ouvrir un espace de parler vrai. C'est extraordinaire. Non, mais ce qui était fou, hein, c'est que des fois, vraiment, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. C'est qu'ils ont commencé à parler vrai, à tomber le masque, à parler vraiment de ce qu'ils sentaient. Et en fait, tout le monde s'est rendu compte que tous les autres étaient en difficulté aussi, parce qu'en fait, chacun d'entre eux avait une forme de difficulté, ce qui est normal, on est être humain, on n'est pas parfait, on a des formes de difficultés. Ça n'empêche pas qu'on a un génie propre, mais on a des difficultés. Et là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, et ils ont commencé à parler, en fait, que ce qui est le plus difficile pour eux, c'est quand ils arrivent à Sciences Po, ils doivent mettre une armure, faire semblant que tout va bien. Et tous font ça. Il y a comme une hypocrisie générale dans Sciences Po. Mais Sciences Po, je dis ça, mais c'est une institution un peu comme ça où il faut être au top, où il faut montrer que tout va bien. Donc ils sont là, tac, tac. Alors qu'en eux, c'est Bagdad, ou enfin ils disent ça souvent. Moi, c'était Bagdad et pourtant je faisais semblant. Et le deuxième point, c'est qu'ils potentialisent tout leur temps. Chaque minute doit être utilisée en vue de quelque chose, utilitairement. C'est-à-dire que ils sont en train de faire manger, il faut qu'ils écoutent le dernier podcast parce que ça va être important pour leur truc. Ils ont un temps libre, il faut qu'ils aillent au musée pour je fais ça pour quelque chose. Et c'est un peu déroutant au début de la pratique parce qu'on va faire quelque chose pour rien. Alors, ils disent non, mais c'est pas. C'est pour ça qu'au début, leur esprit il dit non, mais attends, je calcule, il faut que je fasse ça après, il faut que je fasse ça après. Et puis peu à peu, ils se détendent, ils ouvrent un espace, une pause. Ça ne va pas les empêcher de vivre le reste de la journée comme ils veulent, avec une intensité dans leur vie, parce que la méditation, ce n'est pas contre l'intensité. Mais ils ouvrent un espace dans leur vie, dans leur journée, où il n'y a plus rien à réussir, où ils peuvent se foutre la paix. Et ça donne un espace de respiration dans leur journée. Et là... Donc c'est le contraire à nouveau de ce qui est devenu la méditation, comme une sorte de technique de gestion du stress pour être plus performant. Là, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'objectif. Donc le saut, il est un peu difficile, mais quand ils le font, après, ils découvrent cet espace de pause. Et en fait, pour eux, c'est beaucoup... En plus, c'est bien avec eux, parce qu'il y a une facilité de l'intégrer dans leur vie quotidienne, et ils s'autorisent des moments de pause. Et puis après, quand ils ne s'autorisent pas, ils voient leur esprit, puis ils rentrent en paix avec leur esprit. Parce qu'en fait, en eux, c'est la guerre totale avec eux-mêmes. Il faut qu'ils soient tout le temps performants, tout le temps performants, tout le temps performants. Donc, ils sont vrais. Et c'est en gros, c'est une guerre. Et la méditation, c'est un espace de pacification pour eux, où ils assument un peu leur esprit. Ils assument un moment de partir, de vouloir faire autre chose, de ne pas être toujours bien concentrés comme ils le voudraient. Et puis, et paradoxalement, à la fin de l'année, ils se rendent compte, mais en fait, ça ne m'a pas empêché d'avoir des bons résultats. Parce qu'ils ont peur de ça. Hein. Ils disent, oulala, si je commence à me donner des moments de pause sans rien faire, si je commence à pacifier mon esprit, eux, parce qu'on a été formés comme ça depuis qu'on est tout petit, on se dit que du coup, on sera moins performant et moins efficace. Et là, ils voient par eux-mêmes que c'est le contraire. Que c'est le contraire qui arrive. Et là, j'ai des remerciements pour la vie. Là, ça fait 5 ans, il y a des maintenant qui ont des activités, ils me disent ça me sert toujours, c'est génial. Enfin, donc voilà, Sciences Po, jeunes qui cassent les tables, la méditation va leur apporter, va leur ouvrir un espace qui leur permettra d'être eux-mêmes, en fait, tout simplement, et d'assumer ce qu'ils sont. Il y a un exemple que tu racontes dans le livre de cette jeune fille qui avait réussi à ne jamais prendre la parole en cours. Peut-être tu peux raconter. Ouais. C'était une personne de Sciences Po, justement. Ouais. Donc elle était très intelligente, très forte en classe. Et petit à petit, parce qu'elle avait eu un oral où elle s'était complètement rétamée, un oral d'examen, avait nourri une forme de phobie de l'oral. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle savait qu'elle allait avoir un examen oral, elle trouvait des idées extraordinaires pour ne pas y aller. Mais elle trouvait des excuses de malade. Parce qu'à force, ça commençait, c'est dans une année, mais ça commençait quand même à peser. Parce qu'en fait, à Sciences Po, il y a des épreuves orales tout au long de l'année. Donc les profs, ils commençaient, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette étudiante qui est brillante, hein. Et donc, elle trouvait toujours des excuses pour surtout pas passer à l'oral. Et à un moment, ça devenait pesant. Et un jour, elle nous en a parlé. C'était super courageux, hein, parce que quand même, nous dire que... Donc ça, c'est grâce à l'espace de parler vrai. Voilà, elle a commencé à en parler. Et à partir de là... tout ce que tu as dit avant, le respect, la considération que les uns envers les autres. Ne pas avoir honte de ses émotions. C'est tout ça que tu montres dans le livre qu'il faut apprendre qu'à un moment, elle a pu parler de ça. Et à partir de là, on a créé ensemble aussi, et puis les autres ont aidé. En fait, tout d'un coup, c'est le groupe qui devient aide. Et pareil, petit à petit, avec la pratique, avec le fait de se foutre la paix avec elle, c'était vraiment l'idée de se foutre la paix, qui était vraiment l'idée de je pratique et
Et c'est OK, je lâche la pression. En fait, on a vraiment travaillé sur cette possibilité de se libérer de la pression. Et à un moment, elle a fait une fois, et à partir du moment où elle a fait une fois, ça y est, elle avait repris le cycle, et puis on se voyait chaque semaine, donc on a travaillé ça. Parce qu'au fond, la méditation, ça aide aussi à enlever la pression. Ah mais oui. C'est pas on se remet de la pression pour enlever la pression, c'est qu'on enlève la pression par une stratégie qui déplace complètement notre manière habituelle de faire. Ben c'est ça. Et se libérer de la pression, c'est parce que pendant ce moment, et c'est pour ça que c'est très aidant de commencer par là avec les étudiants ou les ados, il n'y a rien à réussir. Donc à un moment, si on essaye, parce que souvent dans ce qu'on entend dans la méditation, quand je lis un magazine, souvent il y a cette idée, grâce à la méditation, je vais être moins stressé, grâce à la méditation, je vais être... Mais en fait, ça nous donne une pression qui fait que quand on médite, on essaye d'obtenir un résultat. C'est-à-dire, je le fais parce que je suis stressé, donc je le fais. Ça, je travaille beaucoup pour déconstruire ces idées, notamment les étudiants de Sciences Po qui ont lu beaucoup de choses sur la méditation. Donc, ils se disent, voilà, grâce à ça, je vais être moins stressé. Et peu à peu, finalement, dans cet espace, paradoxalement, en ne cherchant plus à ne pas être stressé, mais en se foutant la paix avec ce qu'ils vivent, et bien paradoxalement, la pression s'en va un peu. Donc c'est complètement fou, quoi. J'ai une très belle question d'Aurélie. Ne pensez-vous pas que le mot méditation dans le titre pourrait refroidir les lecteurs potentiels qui ont une vision cliché de la méditation? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On est bien embêté. Moi, je suis embêté comme éditeur. Ouais. Toi, tu es embêté comme auteur. Ouais. On n'a pas su quoi faire. On en a beaucoup parlé ensemble. Et c'est vrai que ça devient impossible d'employer le mot méditation. Parce que quelqu'un d'à peu près sensé ne peut avoir que des méfiances sur la méditation. Qu'est-ce que tu as pensé de la décision de toute la pétition contre la méditation dans les écoles? Eh bien, paradoxalement, malgré le fait que j'en fasse, la manière dont la méditation a été transmise dans les écoles, de ce que j'ai vu en tout cas dans certains terrains, qui était, comme on le disait tout à l'heure, une occasion pour punir les élèves, pour les rendre encore plus efficaces, pour créer encore cette ambiance de pression permanente dans laquelle ils sont déjà, au fond, je préfère que ça s'arrête dans ce sens-là en tout cas. Donc, d'un côté, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet peut-être à des mouvements qui sont beaucoup plus dans cette idée de créer un autre type d'espace de libération de justement cette pression, et que tout ce démarchage de la pleine conscience dans certaines écoles, au fond, ça fait plus de mal à la méditation, mais aussi aux élèves, que de bien. Donc bon, c'était... Je comprends, ouais. Parce que c'est sûr que ce qui est présenté dans les écoles aujourd'hui sous le nom de méditation, c'est une technique de gestion. Ouais, moi, j'ai des parents qui m'écrivent parfois, qui me disent qu'ils sont embêtés, leurs enfants sont privés, quand ils sont trop turbulents, sont privés de récréation. Il faut faire un cours de pleine conscience. Donc ça m'intéresse d'avoir ton avis, d'être sur le terrain. Je suis d'accord, moi je le vois. C'est fou, ça devient une autre technique pour culpabiliser les élèves encore. Donc toi, tu n'es pas du tout contre, par exemple, la Ligue des droits de l'homme et tout ça, qui ont dit attention à la méditation. Attention, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire. Il faut peut-être avoir un autre rapport. Alors après, je trouve aussi intéressant de voir que ton livre est nourri d'expériences très diverses. Et donc, on est d'accord. Du reste, si vous avez des idées, comment on aurait dû appeler le livre, dans une réédition, on pourra peut-être changer le titre. C'est sûr que c'est une vraie question. Tu travailles aussi avec... donc, tu as été contacté, parce que les gens ont vu le côté très incroyable de ton travail, comment ça change les gens, le côté très humain. Donc, tu as été aussi contacté pour travailler avec des sportifs de haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques. Alors, c'est comment? Ah ouais, ça, c'est le nouveau projet. C'est passionnant, là. C'est vraiment les prémices. Quelles difficultés ils ont et en quoi la méditation peut les aider? C'est un petit peu les mêmes problématiques que, par exemple, à Sciences Po, où des gens sont dans une... Mais c'est encore différent parce qu'ils font un sport particulier, mais qui sont dans une haute... qui sont pris constamment dans la tyrannie de la performance. C'est-à-dire que toute leur vie est construite autour de la performance et autour d'obtenir un résultat. Donc leur manière, ce qu'ils mangent, là, ça va encore plus loin que Sciences Po, c'est-à-dire tout ce qu'ils mangent. Chaque fois qu'ils font une sortie, est-ce que je ne vais pas me coucher trop tard parce que si je me couche trop tard... Et ils pensent avec les autres sportifs. Parce que moi, là, pour l'instant, je m'occupe de sport individuel. Donc ils pensent à leur partenaire qui est aussi leur concurrent. Est-ce que lui, il ne se couche pas à 22h? Ah ouais, peut-être, putain, ça veut dire qu'il va être plus réveillé. Enfin, ça veut dire qu'ils deviennent fous tellement ils sont pris par cet espace de performance permanent où tout doit être maîtrisé. On comprend. Attends. Alors qu'est-ce que tu vas quand même pas leur dire de se coucher n'importe quand? Non, c'est pas ça. C'est que je commence
par leur ouvrir un espace, encore une fois, où ils peuvent se foutre la paix, où ils peuvent être tranquilles et ils peuvent être OK avec ce qu'ils sont. Alors au début, ils se disent « oulala », mais en fait, peu à peu, ils se rendent compte. C'est la même chose, si je lâche, en fait, les gens ont comme idée, voilà. Soit je contrôle tout, ouais, voilà. Là, ils sont là. Soit en fait, je démissionne et c'est foutu, et voilà. tu leur montres, non, on peut rencontrer voilà. ce qu'on En fait, peut c'est ça, ils rencontrer. sont comme ça, dans leur objectif, là, ils sont dans leur voiture de course, ils foncent, et puis je leur dis « attends, tu peux lâcher un peu et voir ce qui se passe ». Et là, au début, ils n'osent pas trop, puis ils commencent à lâcher, puis ils disent « ah ouais, mais en fait, je vois mieux. Ah ouais, donc c'est pas juste une autoroute, je vois sur les côtés. Ah ouais, donc je peux me déplacer. » Et ça leur offre de nouvelles opportunités qu'ils ne voyaient plus. Et souvent, là, au début, les sportifs que je rencontre, c'est ceux qui sont en paralysie, qui sont bloqués, en fait. Bon, parce qu'ils disent « j'ai besoin d'un entraîneur qui m'aide avec la méditation parce que j'arrive pas à faire ceci. » Donc, ils ont tous un petit problème au départ. Et donc, du coup, à partir de là, de ce moment de faire une pause, en fait, je leur montre petit à petit que le moment de la compétition, ils appellent ça le flow. C'est le moment de la compétition où ils ont un moment, ils ont tous vécu ça à un entraînement, dans une compétition. Quand ils font un résultat, c'est quoi? C'est un moment d'ouverture totale de ceux qui sont, où ils sont juste dans l'espace du moment présent et tout apparaît dans le moment. C'est-à-dire qu'ils font des gestes qu'ils n'auraient jamais fait et en fait… Je suis content que tu parles du flow. Le flow, qui est le concept clé de Csikszentmihalyi dans son livre Mieux vivre, qui est évidemment édité chez Pocket. Mais le flow, c'est rentré dans leur discours. Ça, ils l'ont, tu vois. Je suis content d'avoir fait un travail qui… tu vois, c'est un livre fondamental de Csikszentmihalyi, qui est un des grands concepts de la psychologie positive. Ce moment optimal, l'expérience optimale, dans lequel on oublie ses problèmes, on est complètement un avec ce qu'on fait, voilà. On est libéré de la conscience, on fait un avec ce qu'on fait. Voilà. Ça, là. Donc ils ont vécu cette expérience. Ils ont vécu cette expérience. Sans avoir forcément lu sans avoir tous lu le livre de Csikszentmihalyi. Mais parce que c'est une expérience humaine. Oui. Et donc je leur montre que… en arrêtant de le chercher déjà cet état, parce qu'ils ne font qu'essayer de le rechercher. Mais en fait, le paradoxe, c'est comme on voit dans la méditation, c'est plus on le recherche, moins il vient, parce que du coup, on est crispé sur ça. Et du coup, pendant la compétition, on est crispé pour essayer de retrouver un état qu'on a connu il y a 3 ans. Et ça ne marche pas du tout, parce qu'il y a quelque chose d'une ouverture au moment. Et ça, la méditation, au fond, ça leur permet de créer les conditions pour leur permettre à un moment de retoucher cet espace dans un autre. Et donc là, avec les premiers sportifs et sportives, mais ça… Et puis eux, pour mettre alors les programmes, ils sont habitués, donc leur dire que de méditer 10 minutes par jour… Aucun problème. C'est génial. Et du coup, ils sentent les fruits. Ils sentent comment ça change leur rapport à l'entraînement, comment ça va changer leur rapport dans la compétition. Et donc, ça là, j'avoue que c'est… Donc, il faut que je te refasse revenir. Ouais. Il faut qu'on fasse un truc dans 4 ans. Quand, grâce à toi, la France aura gagné plus de médailles aux Jeux Olympiques. On saura pourquoi. Ouais. Donc là, j'enregistre tout ce que je fais. Enfin, là, je suis vraiment en terrain d'expérimentation. Voilà, c'est passionnant. Il y a d'autres choses que tu as remarquées chez eux? Oui, dans ton travail avec eux. Pour l'instant, pareil. En fait, il n'y a pas des personnes sur qui ils peuvent s'appuyer pour parler vrai en fait, dans leur entourage. Alors des fois, certains sportifs et sportives, ils arrivent à avoir des points de repère où ils peuvent parler vrai, mais là, je deviens une personne référence qui n'a aucun enjeu d'ailleurs sur leur réussite, enfin pas sur leur réussite, mais sur le fait qu'ils soient sélectionnés au JO ou pas, parce que le premier travail, ça va être qu'ils soient sélectionnés. Hein, avant de réussir à décrocher une médaille, leur premier enjeu, c'est être sélectionné dans l'équipe de France qui va aller en plus à Paris, donc ça a d'autant plus d'impact. Mais c'est déjà être une personne référence où ils peuvent parler vrai. Et ça, ils n'en ont pas. Ils se rendent compte de l'importance d'être capable de parler, encore une fois, de leur vulnérabilité. C'est notre temps, en fait. Je me dis, mais putain, mais notre temps, c'est… Pourquoi on a oublié la puissance du parler vrai? Pourquoi on a oublié que c'est en acceptant vraiment qu'on n'est pas parfait et parfaite, qu'il y a des parts de nous qui sont en chantier, que c'est comme ça, en fait, que ces obstacles seront beaucoup moins puissants, en fait. Et là, on s'enferme. Là, je vois des gens qui sont dans leur bulle, dans leur structure, dans leur forteresse. Et moi, mon travail, c'est juste créer des petites brèches, voir les brèches, passer, et puis ouvrir les portes et se rendre compte, putain, la vie, elle change à ce moment-là. Qui a lu ton livre? C'est plus les parents pour aider leurs ados ou les ados eux-mêmes? Ou les deux? Ouais, au début, c'est les parents, les enseignants et plutôt les adultes qui ont lu le livre. Et puis après, dans les messages que j'ai reçus, c'est souvent l'adulte le lit, le parent le lit, et puis il se dit, ah ouais, c'est quand même intéressant. Et puis il se dit, ah, ça peut intéresser quand même mon ado. Donc souvent, on réfléchit à établir une stratégie pour que l'adolescent puisse le lire. Parce que l'adolescent, au fond, et des retours que j'ai eus, l'adolescent peut être complètement pris aussi par le livre, en fait. Notamment
par le début du récit, où c'est très mon histoire de vie. Donc j'avais aussi réfléchi aussi à cette idée d'accroche, parce que je vois que les ados, il faut d'abord les accrocher avant de leur dire « viens méditer avec moi ». Il y a quelque chose d'une accroche, de leur parler, que quand je leur parle, ça parle à leur propre vie, à leurs propres soucis. Ils se disent « ah ouais, non mais ça me parle, parce que ça parle à ce que je vis ». Donc il y a cette histoire de vie d'un mec qui a vécu une adolescence très difficile, mais qui a, par des points de vue, réussi à trouver des espaces où s'en sortir. Et donc, souvent, ils sont accrochés par ça. Et après, il y a plein d'exercices pratiques, plein de questions qui parlent à ce qu'il fait. Comment je fais quand j'ai un problème au niveau des... Ça, c'est des questions qui s'adressent à eux, en fait. Il y a un carnet à la fin qui s'adresse vraiment à eux. Qu'est-ce que je fais quand quand je vais passer un examen? Qu'est-ce que je fais quand j'arrive pas à dormir le soir? Enfin, toutes les questions, au fond, que j'ai notées, moi, de ce qu'ils me posaient, les jeunes, et donc qui leur parlent. Donc oui, bien sûr, au début, c'était les adultes, mais les adolescents, moi, mon aspiration, c'est qu'ils puissent le lire et que, alors si on parle de la famille en elle-même, hein, qu'ils puissent établir des moments de rencontre autour de la pratique où ils puissent tous être ensemble et parler, être vrais en fait dans un moment d'ouverture, et que la méditation soit un appui pour les aider à créer des moments d'authenticité entre eux. Et puis après, pour les enseignants, les éducateurs et tout ça, j'ai eu plein de retours aussi. Hein, qu'est-ce que tu as eu comme retour, par exemple? Qu'est-ce que les gens apprennent? Les gens, déjà... Quand les adultes, voilà. Les adultes, c'est se dire qu'ils en ont besoin, les ados qu'ils accompagnent. C'est déjà sentir que quand ils lisent le livre, ils disent « ah ouais, là il y a une parole où je sens que ça parle à ce que je vis avec eux ». Donc ça leur donne en fait une reconnaissance de peut-être quelque chose qui était intuitif, parce que c'est pas très reconnu dans notre société, le fait de parler vrai, de créer une atmosphère, de leur permettre d'être comme ils sont. Et à partir de cette intuition, souvent, comme il y a aussi il y a une description très concrète de comment faire si j'ai envie de créer un petit groupe, ils peuvent se lancer, certains se lancent, et du coup j'ai des échanges avec eux. Et encore une fois, il y a des pratiques aussi qu'ils peuvent entendre, ils peuvent mettre mon CD, certains profs ils mettent l'audio guidé, parce qu'il y a des méditations guidées dans le livre, donc ils la mettent parce qu'ils ne se sentent pas prêts à eux-mêmes parler et transmettre la méditation. Donc ça se fait un peu comme ça. Et je crois que oui, ce qu'ils retiennent, c'est cette idée, encore une fois qu'on a parlé, hein, parler vrai et créer des atmosphères. En fait, qu'au fond, l'importance du cadre. L'importance qu'à partir du cadre... Mais par exemple, un exemple tout bête, mon ado regarde, fait des jeux vidéo jusqu'à 2 h du matin, il travaille de moins en moins, je lui dis d'arrêter, j'hésite à lui confisquer. Est-ce que ton livre peut m'aider à changer de stratégie? Parce que plus je lui interdis de le faire, plus on n'a plus qu'un rapport de tension et de violence. Après, là, du coup, moi, là, ce que je proposerais, c'est de comprendre pourquoi il fait ça. D'essayer de comprendre déjà. Avant de donner la règle, ou voilà. de dire ça va pas, d'essayer de comprendre c'est plus audible en fait. À un moment, la règle, il la connaît de toute façon. Donc tu lui répètes la règle et tu vas de ce côté-là. Oui, d'accord, ok maman, ok papa, d'accord. Mais pour qu'il y ait un vrai impact sur le long terme, pour moi, encore une fois, c'est créer une atmosphère ou d'essayer de comprendre mais pourquoi c'est si important pour toi de jouer, enfin d'essayer de rentrer dans son monde. Moi, c'est vraiment ça que... Et donc, à partir du moment où tu rentres dans son monde, c'est comme si tu sortais de toi pour se mettre un peu à sa place. Il ne s'agit pas de prendre sa place, mais c'est d'entendre par où. Ah oui, d'accord, donc lui, dans sa tête... Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ce monde-là, c'est qu'on est tous un peu dans notre tour d'ivoire et on ne bouge pas trop. Et là, moi, je propose un espace d'ouverture où un peu on se déplace et d'aider l'adolescent à sortir de sa tête pour qu'il comprenne mon point de vue à moi aussi. Qui est comme ça un espace d'échange où ça circule, c'est-à-dire l'adolescent est capable d'aller voir dans la tête de son parent et de comprendre qu'est-ce que ça a comme enjeu, faire un pas de côté avec lui-même, et que pareil pour le parent qui puisse rentrer dans l'univers de son enfant, parce que des fois on est un peu éloigné aussi, et à partir de cet espace de compréhension mutuelle, va sortir des solutions, que je ne peux pas dire là pour cette situation, mais des solutions nouvelles vont sortir de ce passage de l'un à l'autre en fait. Il y a de nouvelles choses qui vont apparaître. C'est-à-dire on ne peut plus maintenant, à partir du moment où on a compris l'autre, à partir de où il se positionne, on ne peut plus trouver les mêmes solutions que depuis 10 ans. En fait. Ça change. On trouve de nouvelles possibilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très précieux. J'espère que ça donnera envie de lire son livre. Il nous reste quelques minutes pour que je vous présente rapidement les livres en compétition pour le prix Vivez mieux
de 2022, et où j'espère que vous participerez, puisque plus vous êtes nombreux libraires à nous dire votre choix, mieux c'est. Donc l'année prochaine, nous allons, dans le prix, il y aura le livre d'Amandine Ancevix et de Manuela Spinelli, Éduquer sans préjugés, qui est un parcours tout à fait, un parcours et une proposition pour libérer l'éducation d'un enfermement dans le genre. Et comment on peut avoir un rapport un peu moins, enfermer un peu moins les enfants dans ce que doit être un garçon et ce que doit être une fille, de les écouter. C'est très concret, c'est très bien fait, c'est très solide. Et puis, nous avons Pourquoi écrire va vous rendre heureux de Nathalie Goldberg, qui est un livre qui est paru chez Robert Laffont et qui paraîtra en poche chez Pocket au mois de septembre, qui est un des livres les plus géniaux qui a été écrit ces 30 dernières années. Il a été écrit il y a plus de 25 ans, mais il vient juste de paraître en France, sur qu'est-ce que ça veut dire écrire, comment écrire peut devenir une manière d'explorer le monde, ce que l'on sent, ce que l'on vit, ses émotions. C'est le livre de référence dans toutes les universités anglo-saxonnes, parce que c'est un livre anglo-saxon, sur les ateliers d'écriture. Tous les ateliers d'écriture se basent sur le livre. C'est complètement génial. Elle a fait des études de littérature et pour gagner sa vie, elle travaille dans un petit resto et elle prépare de la ratatouille. Et la littérature pour elle, voilà, c'est Shakespeare. Et puis elle va dans une librairie et elle voit quelqu'un qui avait écrit un tout petit texte sur couper les aubergines. Et elle se rend compte qu'on pourrait écrire sur sa propre vie, sur sa vie ordinaire, que c'est pas que tout le monde est intimidé par l'écriture aussi. On a l'impression que pour écrire, il faut être écrivain. Que le livre ne dit pas vous allez tous devenir des écrivains. Le livre dit c'est vraiment dommage d'être intimidé par l'écriture, ce qui rejoint des choses dont tu as parlé, de ne pas être intimidé, mais de faire de l'écriture une exploration extraordinaire de sa vie. Nous aurons aussi le livre de Tara Brach, La méthode Rennes, qui est aussi en consonance avec ce dont on a parlé. La méthode Rennes, c'est vraiment la méthode, une des méthodes les plus extraordinaires pour avoir un autre rapport à ses émotions. C'est vraiment transformer ses émotions, reconnaître ses émotions. Je crois que c'est le livre le plus fort sur l'intelligence des émotions. Parce que c'est vraiment des exercices pratiques où on apprend à reconnaître, à explorer ses émotions pour les transformer et ne plus en avoir peur. On aura le livre qui paraîtra aussi en septembre chez Pocket de Douclet et Paylet, Chasseurs-cueilleurs par an. Donc peut-être vous avez vu ce livre qui a eu un grand impact, Chasseurs-cueilleurs par an, parce que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. L'auteur du livre se rend compte qu'elle crie sur sa fille et qu'il y a un problème, sa fille est malheureuse, elle lui crie dessus, et elle décide d'aller faire le tour du monde et de voir comment, dans d'autres populations traditionnelles, les gens ont confiance avec leurs enfants, créent une relation et sont complètement libres. Et les aînés font plein de choses, aident, on n'a pas besoin de crier dessus pour qu'ils aident. Et donc elle se rend compte que tout le système d'éducation dans lequel on est emprisonné cache beaucoup de violence. Et c'est vraiment, c'est passionnant, c'est lumineux, c'est amusant, c'est vraiment drôle. Et nous avons aussi dans la compétition du prix Vivez mieux le livre de Jem Nestor, Respirer, qui est paru chez Solar. Chasseurs-cueilleurs par an était paru chez Le Duc, et le livre de Nathalie Goldberg était paru chez Robert Laffont, et le livre de Jem Nestor, Respirer. Alors ça, si vous ne l'avez pas, qui vous nous écoutez, il faut que vous regardiez ce livre. C'est le livre le plus impressionnant que j'ai lu de ma vie, et j'en ai lu beaucoup, sur la respiration. C'est vraiment exceptionnel. L'auteur fait un travail de recherche scientifique, d'une rigueur sur ce que c'est respirer, comment la respiration, le fait qu'on ne respire pas comme il faut, crée d'énormes problèmes de concentration, de fatigue, etc. Mais en général, dès qu'on parle de respiration, on a en général des coachs, des gens qui ont quelques idées. Ce n'est pas du tout rigoureux, précis, scientifique. Là, il fait des enquêtes avec des chercheurs extrêmement pointus. Il vous apprend des choses. Je suis, moi, complètement enthousiaste. Donc, je suis enthousiaste sur chacun des livres. C'est un peu mon rôle. Je les ai choisis d'entrée parce que je les trouve tous extraordinaires. Voilà, l'extraordinaire livre sur éduquer sans préjugés. Et contrairement à ce qu'on raconte,
c'est vraiment important d'apprendre à respecter la singularité de nos enfants. Le livre sur apprendre à écrire, qui est vraiment le livre, je vous dis, de référence. La méthode Rennes de Tara Brach, Chasseurs-cueilleurs parents et Respirer. Voilà, je crois qu'il est l'heure de clore notre rencontre. Merci beaucoup et merci de cet échange passionnant qui m'a énormément éclairé. Merci, c'était un plaisir.